Bienvenue à toutes et à tous dans Secret de Performance, le podcast qui vous emmène à la rencontre de sportifs, sportives et staff français extraordinaires. À travers des discussions sincères, plongez avec nous au cœur de leur quotidien et découvrez ce qui fait leur secret de performance. Dans cette deuxième partie de l'entretien avec Yvan Wanji, nous aborderons la thématique du handicap, des spécificités de la cécité et comment Yvan se mobilise et sensibilise les gens autour de lui. Découvrez son analyse de l'évolution des mentalités et de la société par rapport au handicap à l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et n'oubliez pas, si vous aimez le podcast et souhaitez contribuer à son évolution, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux et à liker et partager au maximum. Très bonne écoute à toutes et tous. La concurrence, elle est saine dans le milieu du CéciFoot. Oui, il y a pour des- l'équipe de France, pour les sélections. Oui, il y a des scènes, oui, bien sûr. Il y a de plus en plus de concurrence, il y a du monde à chaque poste, bien sûr. Et c'est bien, je pense que la concurrence nous pousse tous à donner le meilleur de nous-mêmes à chaque fois, aussi bien sur les entraînements qu'en match. Et bien sûr, elle est nécessaire, cette concurrence. Elle impacte la performance. Elle impacte la performance, oui, selon moi. Sinon, je pense qu'on se repose sur nos lauriers et on ne progresse plus et on stagne, voire on régresse. Je te suis depuis un moment sur les réseaux et j'ai remarqué que tu disais souvent que ta cécité est une grande force pour toi et que pour toi, ce sont les personnes voyantes qui ont un handicap. Et j'aurais aimé que tu me développes un petit peu plus. Qu'est-ce que tu veux transmettre par là? Effectivement, je pense que ma cécité est une grande force. Au-delà d'être une grande force, c'est une grande leçon. Je pense que le fait d'être devenu non-voyant, je suis content parce que ça me permet de relativiser sur plein de choses. Ça me permet de peut-être être plus heureux, de peut-être profiter davantage des bons moments de la vie et simplement de profiter de la vie. Le fait de, je pense que le fait de ne pas voir, ça me permet de prendre conscience que, au-delà du fait de ne pas voir, la plus belle des choses, c'est d'être en santé, c'est d'être heureux, c'est d'être bien, c'est d'avoir son entourage, d'avoir des gens autour de soi qui nous aiment. Voilà, cet amour que les gens me donnent, mes parents, mes proches, ma famille, mes amis, voilà, un peu tout le monde autour de moi. Je pense que mon handicap m'a permis de grandir, d'évoluer en maturité, bien sûr, de gagner en sagesse. Et puis aussi, je pense que c'est une belle leçon. C'est une belle leçon, voilà, sur le fait de relativiser, comme j'ai dit précédemment. Et puis je suis aussi content parce que j'ai l'impression d'être un témoin. Parce que lorsque, par exemple, je prends les transports en commun tous les jours, j'échange avec plein de gens. Et je suis content parce que ces gens avec qui j'échange, pour la plupart, ils n'avaient jamais côtoyé de non-voyants. Et je me dis, je suis content d'être leur première expérience et de pouvoir échanger, leur expliquer comment est-ce qu'on fait au quotidien. Il y en a plein qui ne savent pas que dans le téléphone d'un non-voyant, il y a par exemple une synthèse vocale qui nous lit ce qu'il y a à l'écran. Il y en a plein qui ne savent pas que un non-voyant se déplace avec une canne. Et il y en a plein qui ne savent pas qu'un non-voyant, pour lire, soit donc il écoute la voix qui est dans le téléphone ou dans l'ordinateur, ou on peut lire avec nos doigts, on peut toucher les petits points qu'on appelle le braille, par exemple. Donc il y a plein de choses que les gens ignorent par rapport au handicap visuel, et je suis content de pouvoir leur témoigner tout ça, que ce soit dans les transports en commun ou lors d'interventions qu'on organise très régulièrement, que ce soit avec mon club ou avec des proches, donc dans des écoles ou dans des entreprises. Donc c'est des interventions qu'on appelle des sensibilisations qui durent à peu près 2 heures. 2 heures parce que c'est le format d'un cours de PS, d'un cours de sport. Donc durant la première heure, il y a un temps d'échange avec les enfants, avec les scolaires, avec les salariés en entreprise. On échange en classe ou en salle sur le parcours, sur le handicap, sur qu'est-ce que le handicap visuel, qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça impacte, qu'est-ce que ça engendre au quotidien, le regard, comment est-ce qu'on gère le regard d'autres
sur nous, parce qu'évidemment, souvent, les gens ont un regard un peu avec de la compassion, avec parfois de la pitié, et justement, on essaie d'éduquer un peu les gens à ce niveau-là en leur disant non, faut, la pire des choses, c'est d'avoir pitié d'un non-voyant. Simplement, voilà, l'aider, le soutenir, l'accompagner. Et j'avais vu ça dans un cours en philosophie où on m'avait expliqué que la pire des choses qu'on puisse éprouver envers un homme, c'est la pitié. C'est le pire des sentiments que l'on puisse avoir envers quelqu'un d'autre. Par contre, le soutenir, l'encourager, ça c'est quelque chose de positif et de galvanisant. Ça c'est clair. Et du coup, après ce temps d'échange d'une heure avec les participants, que ce soit les enfants, les scolaires, les adultes, il y a une heure de mise en situation dans le gymnase ou en extérieur, sur le terrain en extérieur, où les gens vont pratiquer le football et au-delà du foot vont se côtoyer sans se voir. Donc ils vont apprendre à se faire des passes, ils vont apprendre à faire un penalty des yeux bandés, ils vont apprendre à s'écouter, ils vont apprendre pendant une heure à vivre en gérant le fait de ne pas voir. Et ça, c'est une vraie belle expérience pour nous et pour eux. Parce qu'on se rend bien compte qu'au départ, ils sont perturbés, ils sont déstabilisés, ils sont parfois gênés, parfois il y a de la crainte, il y a de la peur, mais au bout d'un moment, ils se désinhibent, ils sont ouverts, ils sont tout de suite pris par le jeu, ils sont séduits par les ateliers mis en place, ils sont séduits par ce qu'il faut faire, par le challenge, par les exercices, par les défis. Et puis à la fin, on leur dit, mais vous voyez, c'est génial parce que pendant une heure, vous ne vous êtes pas vus et vous avez su trouver des solutions vous-même pour jouer, pour prendre du plaisir, pour vous faire des passes et pour vous expliquer que bah, nous, c'est un peu pareil. Au départ, on ne voit pas. On est en étant non-voyant ou on peut perdre la vue en cours de vie, mais nous, on trouve aussi des solutions. Donc, il ne faut pas ostraciser les gens parce qu'ils sont en situation de handicap. Au contraire, il faut les inclure, il faut les intégrer dans la société, aussi bien dans les écoles que dans les entreprises. Mais tout ça ne passe pas que par des mots, par des discours, mais ça passe par des choses concrètes, telles que de la mise en situation. Il n'y a rien de mieux que de sensibiliser quelqu'un en lui mettant le bandeau sur les yeux. Par la suite, à la fin de cette sensibilisation, lui-même, il pourra témoigner de ce qu'il a vécu. Vraiment, je trouve ça hyper intéressant de ce que tu dis. Mais moi, ma question, c'est plus, est-ce que selon toi, un joueur de foot, on va dire, un joueur de foot classique peut jouer avec des joueurs cécifoot et inversement? Alors, nous, on fait beaucoup d'interventions dans des clubs, dans des clubs de foot, dans des clubs voilà, omnisports. On intervient auprès de toutes les catégories, aussi bien les enfants, les adultes, les poussins, les minimes, voilà, l'ensemble des catégories. Et on a déjà fait des interventions et on en fait bien sûr au sein de clubs professionnels de foot. Et les joueurs de foot essaient avec le bandeau. Le dernier en date qui a essayé d'ailleurs, c'était il y a quelques temps, Jonathan Iconé, joueur de Lille et joueur de l'équipe de France. Ouais. Et comme beaucoup de ses prédécesseurs, il était perdu. Il était perdu parce que c'est pas simplement jouer au foot, c'est pas simplement taper dans le ballon, c'est apprendre à prendre ses repères sur un terrain. C'est-à-dire que quand il est un peu en statique, quand il ne bouge pas, là ça va. Si je suis face à lui à 3-4 mètres, je lui parle, il m'entend. Si on se fait des passes et qu'il ne bouge pas, je ne bouge pas, on reste 2 points fixes, là ça va. Mais quand il faut se déplacer, aller un peu à gauche, aller un peu à droite, ben, ils sont rapidement perdus. Ils sont autant perdus, ils éprouvent autant de difficultés que des personnes lambda, que des enfants, que des adultes. La seule différence, c'est que eux, ils vont être plus adroits, par exemple sur un penalty. Donc balle au pied, ils vont pas être gênés. Par contre, ils vont vite être perturbés s'il faut se déplacer dans l'espace. Pour aller chercher le ballon, pour conduire le ballon, parce qu'il y a de la crainte. Il y a la crainte de rentrer dans quelqu'un ou dans un obstacle. Il y a la crainte de tomber, de se faire mal, alors que le terrain est balisé et qu'on est autour pour gérer un peu voilà, ce qui peut se passer. Mais un joueur de foot classique pourrait jouer avec nous, mais ça lui demanderait de l'apprentissage.
pas technique, ou moins techniquement, on va dire, mais l'apprentissage de la gestion de l'espace et la prise de repères. Tiens, là, je suis côté gauche, là, je suis côté droit, ah, là, je suis au milieu du terrain dans l'axe, ah, là, je suis en défense dans l'axe. Donc, apprendre à gérer son espace. Tu touches du doigt quelque chose que je trouve fondamental, et pour l'avoir vécu l'année dernière lorsqu'on a fait l'initiation CC Foot ici à l'INSEP, moi le premier truc qui m'a marqué, c'est pas tant le fait de ne plus voir, mais c'est le fait que je recevais une multitude d'informations de par le canal auditif, chose auquel je n'étais pas forcément habitué, et j'arrivais pas à traiter toute cette information en fait, et c'est ça qui faisait que j'étais perdu sur le terrain. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est excellent. Et pour moi, c'est le propre même, au-delà du foot, au-delà du sport, quittons le terrain sportif. Pour moi, c'est le quotidien d'un déficient visuel. Et c'est tout là l'apprentissage du déficient visuel. Moi, quand j'ai perdu la vue, j'étais comme toi à ce moment-là. Quand tu vivais cette expérience CC Foot, c'est qu'à ce moment-là, je ne voyais plus et j'entendais plein de choses. Et je me suis dit, mais il y a trop de bruit autour de moi. Je ne vais jamais réussir à me construire avec autant de bruit. Mais en fait, on m'a appris à éduquer mon oreille, éduquer à prendre en compte les informations qui m'intéressent sur le moment. Je donne un exemple factuel tout bête. Je suis dans les transports en commun. Il y a plein de bruit. Il y a l'annonce du métro. Il y a la sonnerie du métro. Il y a des talons. Il y a plein de conversations. Il y a des gens qui marchent. Il y a plein de bruit dans les transports en commun. Mais moi, je vais écouter que ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qui va m'intéresser quand je suis assis dans le métro? Ça dépend. Je vais écouter peut-être la voix qui annonce les stations. Si je sais que je vais arriver pas loin de la station où je vais descendre. Je vais par exemple écouter les gens. Si je rentre dans le train ou dans le métro, si je rentre et que je suis dans le wagon, je vais peut-être écouter les gens. Si j'ai besoin d'aide, d'un renseignement, je vais leur demander. Pour leur demander, il faut savoir où ils sont. Et pour savoir où ils sont, il faut les écouter. Donc c'est toute une démarche qui est nécessaire pour pouvoir mieux appréhender son environnement. Et ensuite, ça rejoint un peu la question que Lucas m'a posée précédemment. Ce qui fait pour moi l'essence d'un très bon joueur de CC Foot, d'un joueur de haut niveau en CC Foot, c'est celui qui donc entend plein d'informations, mais qui parvient à piocher celles qui l'intéressent au moment opportun. Qui filtre très vite. Qui filtre les informations et qui pioche ce qui l'intéresse. Parce que forcément, il y aura plein d'informations. Je me souviens. J'étais sur le terrain et j'ai pris un but dans la transversale par justement un non-voyant. Et je me sentais un peu tout nu. Parce qu'au final, moi qui vois, j'arrive même pas à arrêter un tir de quelqu'un qui ne voit pas, mais qui se place mieux que moi finalement sur le terrain. Oui, il se place mieux que toi parce qu'il a su... Où j'étais. Pas forcément que où tu étais. Il a su aussi, lui, où il était précisément par rapport à toi. Ouais, et au-delà de ça, il a su visualiser la cage. Il a su visualiser, s'imaginer où était la cage. Comment? Avec les indications du guide qui était derrière toi. Sachant que toi, tu étais gardien. Qui lui-même parle pendant que d'autres joueurs parlent. C'est ça, absolument. C'est surtout ça qu'il faut aussi avoir en tête. Mais ce joueur-là, le tireur, à ce moment-là, lui, il y avait des joueurs qui parlaient autour de lui, à côté de lui, mais lui, je peux vous garantir qu'il ne les écoutait même pas. Pour lui, il n'y avait qu'une voix qui l'intéressait. C'était, on va dire, une grande lumière pour lui. C'était simplement le guide. Et le reste, on fait abstraction, vraiment. Et je peux vous dire une chose, Lucas, si après ce tir effectué par le joueur, si tu lui avais posé la question « Qu'est-ce que tu as entendu comme bruit ?» il t'aurait dit « J'ai juste entendu le guide. » Ouais, en plus c'est exactement voilà, ce qu'il il t'aurait dit, si tu lui avais dit « Tu as entendu les gens autour de toi ?» il t'aurait dit « Ah non. » Parce que pour nous, c'est tellement naturel de fermer les écoutilles quand ça ne nous intéresse pas et que ce n'est pas une information intéressante et pertinente pour nous. C'est vrai que j'ai pas pensé à poser la question par rapport aux autres, mais j'ai directement posé la question de savoir
Ouais, effectivement, qu'est-ce qui a fait que tu as pu mettre la balle aussi précisément là où j'étais pas? Bah, après, nous, on est dos au mur. C'est-à-dire que vous, visuellement, donc avec vos yeux, vous avez accès à plein d'informations. Exactement. Lui, au moment où il a effectué son penalty, s'il n'avait pas été attentif aux indications du guide, il n'aurait pas pu effectuer un tir précis. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il aurait pu écouter les conversations autour de lui. Par contre, il aurait été moins précis et il aurait moins visualisé la cage. Est-ce que tu penses qu'il y a des qualités que l'on peut développer avec le cécifoot qui sont totalement transférables dans le foot classique, par exemple? Je pense la technique, parce qu'on joue sur des petits terrains et donc il y a quand même très peu d'espace. La gestuelle du ballon, la gestuelle de la technique, ouais. L'écoute. Et je pense que, ayant joué au foot précédemment, étant voyant et étant joueur de cécifoot du coup depuis plusieurs années, je trouve qu'il y a plus de solidarité, il y a plus de valeur, il y a plus de respect, il y a un réel engagement. Il y a un engagement physique, il y a un don de soi. Il y a... Ouais, je trouve que ça tombe beaucoup moins, ça râle moins. Je trouve qu'il y a moins de valeur, vraiment. Je dis pas que c'est un monde de bisounours, vraiment. Mais il faut vraiment voir un match de cécifoot en vidéo ou en vrai. C'est encore mieux en vrai au bord d'un terrain. Pour se rendre compte qu'il y a quand même un bon état d'esprit. Et je trouve que ce bon état d'esprit devrait davantage se déployer dans le foot classique. Il y a plus de communication. Alors, nous, on est dos au mur. On est obligé de se parler. C'est un facteur clé. La communication, Mais c'est obligatoire. c'est l'élément central. C'est l'élément central. On ne peut pas jouer au cécifoot si on ne parle pas aux autres. S'il n'y a pas de communication, non, ça ne peut pas se jouer. Tout à l'heure, justement, je t'ai posé la question parce que ça me paraissait hyper intéressant par rapport à la personne qui pourrait aller dans le cécifoot. Parce que tu le dis que vous êtes peu nombreux, mais bon, il y a quand même un vivier qui est assez important. Oui, à peu près 150 pratiquants. Et justement, est-ce que, par exemple, des personnes qui sont curieuses, on va dire, donc, qui sont voyantes, pourraient aller, ou c'est réservé aux ceux qui sont malvoyants et non-voyants, le cécifoot? Alors, ta question, elle est excellente. Et on nous la pose très régulièrement. Il faut savoir qu'au niveau des textes, un joueur de cécifoot sur le champ, donc pas le gardien, sachant que le gardien voit et il n'a pas de problème visuel, mais un joueur de champ, donc n'oublions pas que c'est 1 plus 4. Donc, les 4 joueurs de champ de chaque équipe doivent être obligatoirement soit très mal, soit non-voyants. Donc ça se fait par des contrôles ophtalmologiques, bien sûr, des contrôles médicaux au niveau visuel, au niveau oculaire. Alors, c'est un débat. Il y en a qui disent, ouais, mais en intégrant les personnes voyantes, ça ferait plus de pratiquants, plus de licenciés. C'est vrai. C'est un vrai débat. Hein. Sauf que je pense, et je suis d'accord avec le fait de ne pas intégrer de personnes voyantes, ou peut-être, comme au basket fauteuil, pourquoi pas en intégrer une ou deux des personnes voyantes, mais pas plus. Pourquoi? Parce que je pense que ceux qui ne veulent pas intégrer de personnes voyantes, c'est que je pense que malheureusement, en ouvrant la discipline aux voyants, ça renverserait cette discipline et ça perdrait son sens. Son sens premier qui est de valoriser et de mettre en place une variante du football pour les déficients visuels. La difficulté, c'est que si on l'ouvre aux personnes voyantes, à terme, tu auras beaucoup plus de voyants que de non-voyants et de malvoyants, sachant que c'est une discipline dans laquelle il y a de l'enjeu quand même. Il y a la Coupe d'Europe, il y a la Coupe du Monde, il y a les Jeux paralympiques. Si on l'ouvre aux voyants, au bout de 5 ans, je pense qu'on a dénaturé la discipline et il n'y a plus de non-voyants, ou très peu. Tout à fait. Donc, après, vous pouvez ne pas être d'accord, hein. Il y en a qui ne sont pas d'accord, mais je pense connaître la société, je pense connaître les gens globalement. Voilà, si on dit aux gens, venez, il y a de l'enjeu, il y a de l'intérêt, il y a des médias, il y a de la médiatisation, il y a de l'engouement, on pourra faire ce qu'on veut, mais on ne peut pas lutter. Il y a beaucoup plus de voyants sur Terre, évidemment, que de non-voyants. Donc si on ouvre quelque chose comme ça aux voyants, au bout d'un moment, on nous dira plutôt non. Il y a 4 joueurs voyants sur un terrain et un non-voyant, donc ça aura plus son sens. C'est vrai.
Bah, tiens, je trouve ça hyper intéressant que tu parles de médias, du sport en général, de l'aspect haut niveau, haute performance. On sait que dans les sports, on va dire, donc, dits normaux, avec des guillemets, Classique. classiques. Nous, on ne dit jamais normaux. Ah, bah, tu vois. Ça, par contre, ça, tu vois, c'est un terme que j'ai intégré quand j'ai démarré dans le CCFoot. Moi, je disais pareil, ah, mais dans le foot normal, on m'a toujours repris, sans m'engueuler, Ouais. et on m'a, en gros, bah, forcément formaté. Et moi-même, maintenant, je l'ai repris, et c'est vrai, en fait. À chaque fois, je dis, ah, dans le foot dans le foot normal, ah, mais les gens normaux, non, non, Yvan, pourquoi t'es anormal, Yvan? Je dis, ah, non, Qu'est-ce que la norme? c'est vrai. Qu'est-ce que la normalité? Mais ça, ce sera un autre débat. Ouais. Franchement, qu'est-ce que la normalité? Et je pourrais t'en parler vraiment long, large et en travers. Mais du coup, on m'a repris naturellement foot classique, foot valide, foot classique. Et encore, j'ai Ouais. du mal à dire foot valide, parce que pourquoi foot invalide? Non, foot classique, donc. D'accord, bah, du coup, je me reprends. Avec le foot classique, ou même les sports classiques, du coup, en l'occurrence, on parle beaucoup de préparation physique. La mode est à la préparation mentale actuellement, à la science qui est apportée dans le sport, dans les sports, dans les handisports, justement. Mhm. Est-ce qu'il y a cette part de préparation mentale? Est-ce qu'il y a cette part de science qui est amenée, comme des accompagnateurs scientifiques, par exemple? Alors, dans les sports pour personnes en situation de handicap, globalement, je dirais que les sports sont encore en pleine structuration. On espère arriver à maturation bientôt, mais on est en pleine structuration. Donc, et pour parler spécifiquement du sport que je connais, le CCFoot, donc comme je te dis, voilà, il y a de plus en plus d'équipes, mais ça se développe. Donc, qui dit qu'il y a de plus en plus d'équipes et que ça se développe, dit que bah, les staffs commencent tout juste à s'étoffer. Les médecins, on va arriver de médecins, de kinés, d'ostéo, mais c'est encore fragile, c'est encore léger. Donc, si tu veux, je dirais que le CCFoot, j'ai fait cette analogie il y a quelques jours, le CCFoot au jour d'aujourd'hui, donc à ce jour, pardon, se développe bien, mais je dirais que c'est un peu comme le foot, je sais pas, en 1900. D'accord, ouais, Tu carrément. vois ce que je veux dire? Le foot a démarré en 1800, quelque chose comme ça en Ouais, ouais. Angleterre. Voilà, tu vois que le foot d'il y a 3 siècles et maintenant, C'est plus le même. c'est plus le même. Donc, voilà, le CC-Foot évolue bien. Franchement, je trouve qu'on trouve de plus en plus de solutions, on a de plus en plus de moyens humains. Il y a de plus en plus de voyants qui s'intéressent au CC-Foot. Franchement, je vois dans mon club, avant, on galérait pour avoir des voyants, que ce soit en tant que gardien, guide ou coach. Mais là, il y a du monde au portillon. Il y a du monde. Vraiment. Ah oui. Mais parce qu'on est dans un air où on veut développer différentes activités pour les personnes en situation de handicap. Et je pense que globalement, il y a une vraie prise de conscience de la part des gens et de la part de la société du fait de normaliser les choses. De normaliser et de ne plus exclure. Je pense que pendant beaucoup d'années, les sports pour personnes en situation de handicap passaient sous silence et étaient vraiment parqués, étaient vraiment mis de côté. Et je sens qu'il y a, comme me disait le président de mon club qui est non-voyant, Julien Zelela, il me disait, Yvan, maintenant le handicap est à la mode. Il me dit, on se frotte les mains et il me dit, tu peux te frotter les mains parce que tu as 27 ans, bientôt 28. Moi, voilà, il en a quoi? Il a 55 ans, je crois. Enfin, il a la cinquantaine et évidemment, c'est quelqu'un qui a grandi avec le handicap. Et il me dit, il y a 30 ans, c'était pas du tout comme ça. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, on galérait pour avoir plein de choses. On galérait, limite, il fallait faire la manche pour avoir des tenues. Et aujourd'hui, je dirais pas que c'est chose acquise, mais ça va dans le bon sens. Tant mieux. C'est génial. Tant mieux, Tant mieux. justement. Tant mieux. Et oui, par rapport à la médiatisation, bien sûr, je dirais que par rapport à la préparation mentale, on est encore loin de bénéficier de ça, mais je pense que ça viendra plus facilement et plus rapidement que prévu, mais surtout parce que je pense qu'on a un vrai coup de boost. C'est l'acquisition des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Vraiment, parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui veulent soit s'inclure dans des mouvements
olympiques et paralympiques. Et surtout, il y a plein de travaux de jeunes comme vous, plein de jeunes qui me contactent pour des interviews, pour des témoignages sur du paralympisme, sur le cécifoot. Et franchement, il y a plein de choses qui sont impulsées autour de ça. Et aussi, j'espère surtout, comme je dis, ça va peut-être vous surprendre, mais je suis convaincu, les Jeux à Paris, c'est bien, mais on ne va pas se le cacher. Il faut se dire les choses. Que les Jeux, attention, je ne parle pas des Jeux paralympiques, mais que les Jeux olympiques se passent à Paris, ou à Pékin, ou à Tokyo, ou à Marrakech, ou ailleurs, pour un athlète valide, c'est pareil. Pour Usain Bolt, vous lui dites, bah, tu feras les Jeux à Paris, ou en Chine, ou ailleurs. Pour lui, c'est pareil. Pour eux, c'est pareil. L'enjeu est le même. Alors que je pense que les Jeux paralympiques à Paris, c'est un enjeu, mais vous vous rendez même pas compte, colossal pour les athlètes en situation de handicap français. Vraiment. Si avec ces Jeux paralympiques-là, on ne bâtit pas un réel projet pour valoriser les compétences, les performances des athlètes en situation de handicap et au-delà de ça, mettre en place un vrai travail, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui n'arrivent pas à avoir de travail, qui n'arrivent pas à être intégrées dans des entreprises en raison de leur handicap, en raison parfois du manque de compétences. Et justement, il faut que les entreprises se servent de ces Jeux paralympiques pour dire, moi, X entreprise, je veux accompagner les non-voyants qui seront sélectionnés pour les Jeux paralympiques de Paris. Par exemple, pourquoi pas, je sais pas, une banque, par exemple, dire, bah tiens, au cécifoot, il y a 2 gardiens voyants, 8 joueurs de champ non-voyants. Moi, j'ai envie d'avoir des athlètes, j'ai envie d'avoir de la performance dans mon entreprise et j'ai envie de respecter la loi de 2005 qui demande à toute entreprise de plus de 20 salariés d'avoir au moins 6% des personnes embauchées qui sont en situation de handicap. Ben moi, je suis désolé, n'importe quelle entreprise devrait se plancher et devrait dire, bah tiens, moi, je vais faire un coup intéressant. Je vais embaucher les joueurs de foot de l'équipe de France. Déjà, c'est des bons joueurs de foot. Et en plus, en termes d'image, en termes ne serait-ce que d'image, d'impact, moi, je vais les embaucher. Donc, dire, je les accompagne pendant plusieurs années et dire, je les intègre dans mon entreprise. Là, ça va. Là, à la fois, tu valorises les compétences des personnes déficientes visuelles, des joueurs de foot, et en plus, tu leur donnes du boulot pour des années. C'est pour ça que je dis que pour moi, les Jeux paralympiques de Paris, si c'est bien géré, on doit se débrouiller pour que tous les athlètes qui préparent les Jeux ou qui prendront part aux Jeux paralympiques de Paris, je suis désolé, c'est bien de faire les Jeux en 2024 à Paris. C'est bien que l'équipe de France, je sais pas, cécifoot gagne les Jeux. Mais ce ne sera pas la finalité. Pour moi, la finalité se fera quand on dira, OK, après ces Jeux-là, tous les athlètes paralympiques de l'ensemble des disciplines, tous les athlètes français, envoyez-moi un courrier, faites-moi une demande, où est-ce que vous voulez bosser, voilà, expliquez un peu vos compétences, ceux qui recherchent de l'emploi, et nous on vous embauche. Là, c'est un vrai travail, et le sport aura eu un réel impact. Vraiment. Dans ce que tu dis, j'ai un peu l'impression que, enfin, moi je connais les contrats d'image avec les sportifs classiques, mais de ce que tu dis, j'ai pas l'impression que ça existe, les contrats d'image avec les sportifs en situation de handicap. Non, ça n'existe pas, effectivement. Comme je t'ai dit, je vais essayer de donner une métaphore. Imagine-toi une rue, avec la chaussée, il y a 2 trottoirs. Où là, je suis sur un fauteuil, il y a la coudoir à gauche, la coudoir à droite. Le sport classique est sur la coudoir de gauche. Le sport pour personnes en situation de handicap, et je n'extrapole pas, je n'exagère pas, est sur la coudoir de droite. Pour l'instant, on regarde dans 2 directions différentes. Certes, on va vers l'avant, les 2 accoudoirs vont vers l'avant,
On regarde vers l'avant, mais on n'est pas encore lié. Et je souhaiterais qu'avec ces jeux de paris, qu'il y ait un réel rapprochement. Et rapprochement à tout niveau. Là, tu parlais de contrat. Mm. Mais ça se compte sur les doigts d'une main. Le nombre d'athlètes en situation de handicap qui sont sous contrat. Avec des entreprises, avec des marques, avec des sponsors. Si tu regardes, si tu pèses la balance, combien y a-t-il de contrats de sponsoring et de publicité dans le sport valide et dans le sport pour personnes en situation de handicap? Combien? Tout ça passe aussi par quoi? Par la médiatisation. Si tu ne connais pas le CC Foot, toi, patron d'une grosse entreprise, si tu ne connais pas le CC Foot, ou si tu n'as pas un proche à toi qui a un handicap, autrement dit, si tu n'es pas sensibilisé d'une manière ou d'une autre, demain tu vas te dire, je préfère sponsoriser Teddy Riner parce qu'il est vu, parce qu'il passe à la télévision, parce que tout le monde le connaît, plutôt que d'aller, je sais pas moi, aider un athlète en situation de handicap qui a eu un grave accident de la vie et qui s'en sort et qui est positif comme jamais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Alors qu'en termes de valeur, j'ai rien contre Teddy Riner. Mais tu te dirais, mais purée, mais il y a tellement de gens dans le paralympisme qui mériteraient d'être aidés. T'as des gens, attends, le gars il est né, il a perdu la vue. Bien sûr. Et il lâche rien, il va de l'avant. Purée, tous les matins, c'est le premier motivé quand il est en entraînement, il est à l'heure. Il joue, il attend pas d'être payé. Il est heureux. Mais c'est aussi ça qu'il faut valoriser. C'est pas simplement dire, il passe à la télévision, il va montrer mon t-shirt avec ma marque. Tu vois à quel moment on valorise l'humain? Tout à fait. Un grand débat. Ah non, mais c'est même plus qu'un débat, c'est une réalité. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je trouve ça touchant. Moi, il y a des fois, lorsqu'on joue, je m'arrête de jouer. J'écoute. Parce que je trouve que vraiment, ce qui est fait sur un terrain, c'est énorme. Ce qui est fait sur un terrain par les uns et les autres, et c'est beau. Il y a une joie de vivre, il y a une passion, et à aucun moment, les uns les autres se plaignent. Ah, je vois pas. Non, non, jamais. Par contre, tiens, qu'est-ce qu'il y a à faire? Quels sont les objectifs? C'est cet état d'esprit-là qu'il faut valoriser, l'état d'esprit conquérant, sportif. Et non pas, ouais, j'ai un handicap, machin, j'arriverai pas à tirer un penalty. Non. C'est, je vais sur le point de penalty, je vais tout donner, il n'y a pas de raison que ça rentre pas. Tu vois, c'est un prisme qui est différent. Tout à fait. C'est vrai. On va continuer, mais justement, la question c'est, tu parles de personnes qui ont des difficultés, notamment qui sont nées avec un handicap. Toi, quel moment clé de ta vie tu pourrais donner qui t'ont permis d'avancer dans le CC-Foot? Moment clé, le premier, c'est lorsque j'ai découvert que le CC-Foot était adapté pour les mal et les non-voyants. Donc je l'ai découvert au sein de cette école spécialisée pour mal et non-voyants. Je l'ai découvert via mon enseignant de musique, parce qu'au collège, forcément, il y a toutes les disciplines. Non, mais au-delà de la scolarité, Oui. il y a la musique, il y a le sport et tout. D'accord. Et cet enseignant de musique, Julien Zéléla, prof de musique dans cette école, c'est lui qui a développé le CC-Foot en France il y a 33 ans. D'accord. Donc lui, au travers de différentes conversations, il m'a fait comprendre que le CC-Foot était un sport adapté pour les non-voyants, enfin que le CC-Foot c'était du foot pour les non-voyants. Il m'a fait prendre conscience que ça existait, il m'a fait prendre connaissance que ça existait, alors que j'ignorais totalement. Ensuite, donc premier moment clé. Ensuite, autre moment clé, mes premières séances d'entraînement, où j'ai appris à gérer le ballon de foot sans le voir, où j'ai appris à le conduire, où j'ai appris à le diriger, où j'ai appris à faire des passes aux uns aux autres, à mes coéquipiers. Ensuite, autre moment important, mes premiers matchs en club. Ensuite, mes matchs avec l'équipe de France, les compétitions à l'étranger, les compétitions nationales, les compétitions internationales. Lorsqu'on a remporté les championnats d'Europe en Turquie en 2011, lorsqu'on a remporté les Jeux paralympiques à Londres en 2012, ces trophées, ces joies, ces peines, cette somme d'émotions qui me font grandir tous les jours et qui me rendent encore plus homme et qui me permettent d'engranger encore en maturité et en passion. Voilà, je suis,
Comme je dis, je suis plus passionné de cécifoot que jamais. Il y a un Voilà. vrai projet derrière en plus. Il y a un vrai projet, bien sûr. Voilà, le projet global, c'est prouver. C'est prouver que on peut jouer au foot même si on ne voit pas et prouver qu'on a de la compétence. Prouver. Prouver et prouver, comme disent souvent les entraîneurs, au cécifoot ou dans le foot classique, bah, tu prouves par les résultats, mais pas que, par de la performance, par de la qualité. Et puis c'est une revendication sociale aussi, hein, Lucas et Quentin. Parce qu'on veut montrer au travers de ça que on peut jouer au foot, mais au-delà de ça, c'est qu'on est là, qu'on vit, qu'on a des projets, qu'on a des ambitions, qu'on peut faire plein de choses et qu'on doit être intégré encore plus dans la société. Dans la société, ça veut dire aussi dans des sociétés, dans des entreprises, qu'on doit voilà, occuper des places fortes dans la société et notre handicap ne doit pas nous marginaliser. Je crois que c'est une très belle conclusion. On te remercie beaucoup, Yvan, pour ces moments et cette discussion que j'ai trouvée personnellement incroyable. Ouais, Tu as- moi, tu as arrêté effectivement, c'est vrai que je trouve que c'est un beau complément de ce qu'on a pu avoir avec le master de l'INSEP, les cours qu'on a pu avoir, sensibilisation, comme tu dis, de cécifoot. Donc je trouve ça encore plus riche et merci d'être venu nous voir et d'avoir répondu à nos quelques questions. Et justement, pour finir, toi, quel serait ton secret de performance? Mon secret de performance, je pense, c'est toujours de rester la tête sur les épaules, de rester humble. Et les gens le savent très peu, mais je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Euh, Ça se voit pas, je l'extériorise pas. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui me fait avancer. Je doute beaucoup, je me remets beaucoup en question. J'aurais beau, par exemple, faire de la performance sur un match, ben, je vais forcément douter le match d'après. Forcément, avant le coup d'envoi, je vais me dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais réussir. Et voilà, après la première touche de balle, tout se remet dans le bon sens. Mais je pense que le fait de douter, le fait d'hésiter, le fait de ne jamais être sûr de soi, bah, ça me permet d'avancer. Et puis, je pense que j'ai quand même une force intérieure, j'ai un mental, j'ai une personnalité, un caractère qui fait que je ne lâche rien et que j'essaie toujours de me surpasser, de donner le meilleur de moi-même. Donc, je pense que la chance que j'ai, c'est que je ne me lasse pas. Et je pense que le jour où je me lasserai vraiment, c'est que je serai arrivé au bout de l'aventure et que il faudra tourner la page et faire autre chose, avoir d'autres projets qu'il faudra amorcer, impulser, mais je pense que ouais, à la fois le travail, l'abnégation, la détermination et le fait de douter. Merci. Très bien, bah super. C'est ça, Merci des beaucoup, mots Yvan. très importants pour la fin. Bien, merci Yvan. Merci à vous.